parle souvent des artistes à partir de leurs œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui précède, les inspirations, les pensées et préoccupations des artistes. L'œuvre en puissance. Je suis Oriane Emery et vous écoutez En Aparté, le podcast qui dévoile la face cachée des artistes et de leur création. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous entrons dans les coulisses des créations de Pénélope Boeuf. Vous savez, cette trentenaire parisienne qui a créé plus de 10 chaînes de podcasts en 2 ans, qui a dépassé les 4 millions d'écoutes et dont la voix est reconnaissable entre 1000. Si l'arnaque, Pic Parole ou Rap & Roll sont des noms qui vous parlent, vous allez adorer en découvrir l'envers du décor au travers de cette interview à l'image de Pénouche, authentique, fun et décomplexée. Si vous ne les connaissez pas encore, vous avez de la chance. Plus d'une centaine d'épisodes vous attendent et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus du voyage. Pour ma part, j'ai découvert sa chaîne L'Arnaque en fin d'année dernière, la cheville cassée, et j'ai écouté les 8 saisons d'un coup en l'espace de 5 jours, je pense. Ces anecdotes rocambolesques de 10 minutes environ sont un véritable vent de fraîcheur décalé et addictif. Créatrice du studio de narration La Toile sur Écoute, elle crée aussi des podcasts pour les marques et s'est récemment lancée dans l'écriture de plusieurs livres qui sortiront en 2021. Bref, vous l'aurez compris, Pénélope Boeuf est une artiste à l'énergie débordante et j'avais très envie de l'interviewer pour comprendre comment elle en était arrivée là, quelles sont ses motivations, ses ambitions, ses inspirations, ses processus créatifs, etc. On a parlé évidemment de tout ça et de bien d'autres choses encore que je vous laisse découvrir sans plus attendre, alors bonne écoute. Eh bah, bonjour Pénélope. Salut Oriane. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de la manière dont tu le souhaites ? Donc, je suis Pénélope Boeuf. J'ai travaillé pendant 10 ans en market communication événementielle. Ensuite, j'ai fondé un studio de narration audio qui s'appelle La Toile sur Écoute il y a 2 ans, en octobre 2018. Et depuis, j'accompagne les marques dans la création de leurs podcasts et j'ai moi-même créé 10 chaînes de podcasts. Et je crée. Je raconte des histoires. Exactement, je suis créatrice d'histoires, donneuse d'idées, voilà. Super, c'est le job de rêve. C'est le job de rêve, c'est un luxe, en l'occurrence parce que j'arrive à en vivre, donc c'est en effet un luxe de pouvoir vivre de sa création, c'est rare, c'est un privilège, c'est énorme. Et est-ce que tu penses que tes anciens jobs classiques ont inspiré la vie que tu as aujourd'hui, ou en tout cas t'aident à créer d'une certaine manière Est-ce que tu vois une influence ou un truc des choses qui t'ont aidé ou qui t'aident aujourd'hui Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est mes 10 années de business, quelque part, en entreprise, m'ont permis de monter le mien. Et aujourd'hui, je sais aller démarcher des marques, je sais faire de la compta, je suis et commercial et market, donc j'ai tout ce background-là. Et pour ma vie de tous les jours, oui, alors il y a quelques histoires que je reprends qui me sont arrivées. En revanche, c'est plutôt une philosophie de vie. C'est-à-dire que le fait d'avoir jumpé d'un job à un autre sans me soucier vraiment de la suite, même si c'est toujours un peu flippant, ça m'a inspiré pour aujourd'hui tout ce que je fais, c'est-à-dire que je suis dans l'action. Le moindre truc que j'ai envie de faire, boum, je le fais et je réfléchis toujours après. Après avoir fait. Okay. Et ça, je l'ai fait pendant 10 ans sans me rendre compte, alors que là, je fais ce que j'ai fait pendant 10 ans, mais volontairement. D'accord, ok. Et ce truc de passer à l'action et réfléchir après, c'est un peu ton mantra ou c'est vraiment ta personnalité qui te... C'est comme ça que tu fais sans réfléchir, en fait. Ouais, je crois que c'est comme ça que je fais sans réfléchir. Parce qu'en fait, je trouve ça plus facile de trouver des solutions une fois qu'on a le problème. Non, en fait, le fond du truc, c'est que je suis impatiente. Et dès que j'ai envie de faire les choses. Et si jamais je réfléchis trop longtemps, si je réfléchis tout court même, je pense que ce que j'ai envie de faire est une connerie. Par définition. Ou alors, peut être plus adapté, ajusté, donc ça demande beaucoup de travail en amont avant de faire. Et moi, ce que j'aime, c'est faire, par définition. J'ai toujours aimé faire des choses faire du sport, faire. Et du coup, si je réfléchis trop, je le fais pas. Du coup, je préfère me dire, allez, j'ai trop envie de faire ça, je le fais. Et là, si j'en parle, on va me dire, mais Pénélope, tu peux pas faire ça parce que ça va donner ça. Et je dis, ouais, on s'en fout, je le ferai. Et en fait, je me trouve toujours, mais même dans la vie de tous les jours, je me trouve toujours dans des situations à me retrouver, je sais pas, à faire du stop un peu milieu de l'autoroute parce que j'ai couru trop loin sans avoir regardé un plan. Tu vois, mais je me dis, surtout c'est un kiff d'avoir à réparer ce que j'ai pas pensé. Ouais, okay. Je trouve ça hyper excitant.
Parce qu'il y a plein de gens, c'est une peur de se dire j'ai besoin de tout planifier avant de faire. Et toi, c'est le contraire. Moi, c'est l'inverse. Bon, on verra. On verra. Et moi, j'ai peur de tout planifier. Parce que si je planifie tout et que ça se passe pas comme ça, je vais pas aimer parce que sous mes airs de cool, en fait, je suis un peu contrôle fric. Mais c'est pour justement me calmer mon besoin de contrôle et de maîtrise que je fais pour derrière ne pas avoir le sentiment de contrôler une situation qui est déjà paumée, quoi. J'ai écouté plusieurs épisodes, plusieurs aussi interviews de toi, où tu disais que dès toute petite, en fait, t'as eu cette envie de créer, même d'écrire des livres, bon, qui n'ont pas forcément abouti, mais t'as toujours eu ce désir et cette cascade d'idées en permanence. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir artistique et ton premier souvenir de création ? Ouais, alors en fait, franchement, je suis nulle en création manuelle. Donc je me souviens de tous ces drames de colliers de pâtes et tout, qu'en fait je rapportais à la maison et mes parents étaient très contents, mais c'était pas moi qui l'avais fait. Non, je me souviens, j'avais fait un truc, j'avais fait une vache en plâtre, avec le cou beaucoup trop fin et tout, mais j'avais même pas réussi à la faire, donc c'est ma prof qui l'avait fait, et j'ai toujours soutenu à mes parents que c'était moi qui l'avais fait. Et encore aujourd'hui, on dit c'est ta vache, et je dis bah oui, vous avez vu comme elle est belle, bon bref, mais évidemment qu'ils savent que c'est pas moi parce que j'étais vraiment trop nulle. En revanche, j'avais commencé à écrire un livre qui s'appelait, c'était l'histoire du canard Gérard. Il était une fois un canard qui s'appelait Gérard, ce nom-là était très rare à cette époque. Et c'était la première phrase de mon livre que je voulais commencer, que je n'ai jamais... T'avais quel âge quand t'as... Je crois que j'avais cette idée. Ouais, j'avais 7-8 ans. Et c'était cette phrase-là, on la connaît, quoi. C'est la phrase de mon livre que jamais je ne terminerai, bien sûr, parce que bien sûr, je n'écrirai pas de livre. Et donc, il y a cette phrase, tu vois, d'introduction de Gérard avec des rimes, et puis le canard Gérard. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais un copain, un camarade qui s'appelait Gérard. Et je sais pas pourquoi, j'aimais bien ce mec, je crois que je devais être amoureuse. Et du coup, je sais pas, j'avais appelé ça un canard Gérard. Bon. Mais voilà, c'est un peu mes premiers écrits. Ouais, tes premiers écrits. C'est marrant parce que c'est quand même assez clair aussi dans ton esprit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, depuis 2 ans, tu fais des podcasts et ça marche et t'as plein d'autres projets en parallèle. Mais finalement, est-ce que c'était un truc que tu t'étais interdit avant de raconter vraiment des histoires ? En fait, j'ai toujours... Ou t'avais pas eu l'occasion de le faire avant, peut-être ? J'ai toujours voulu raconter des histoires, j'ai toujours une imagination débordante, j'ai toujours inventé des trucs, je mentais beaucoup quand j'étais petite à mes parents... tu vois, là, dans mes histoires, elles sont toutes vraies, mais je romance, j'en rajoute un peu 4 tonnes et tout. Et en fait, je l'ai jamais fait parce que je le faisais tellement au quotidien que je ressentais pas le besoin d'en faire mon métier, même si je disais que je voulais être donneuse d'idées, raconteuse d'histoires, et puis on m'avait dit, mais c'est pas un métier. Et c'est vrai que comme je le faisais toute la journée, je voyais pas en quoi ça pouvait être un métier, puisque c'était mon quotidien. Et puis après, quand t'arrives à 18 ans, tu vas pas faire une école de racontage d'histoire, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu limité. C'est compliqué, on te dit, non, on fait de la littérature. Trouve un vrai métier. Ouais, et puis surtout en études, apprends l'histoire des autres, lis des livres, etc. Et moi, je lisais pas beaucoup, et puis je m'en foutais un peu de l'histoire des autres, enfin... et puis l'histoire de l'art en général et tout, enfin, ça me passionnait, mais j'avais pas envie d'apprendre non plus. Enfin, j'étais assez flemmarde, j'avais pas envie d'apprendre. Alors qu'aujourd'hui, j'adore apprendre, mais... je sais pas, à 18 ans, c'était pas le cas. Et du coup, j'ai enfoui ça pendant une dizaine d'années. Et là, d'un coup, je suis comme quand j'avais 8 ans. Mais c'est aussi, je pense, c'est tout un taf intellectuel. C'est-à-dire que pendant 10 ans, je me suis un peu oubliée. Tu vois, j'ai avancé dans la vie sans être très heureuse. Et puis, j'ai fait un travail sur moi, tac, tac, tac. Et puis, j'ai retrouvé l'enfant que j'étais à 8 ans. Et avant... il y a une période où on me disait que j'étais pas sympa, que j'étais agressive, que j'étais méchante, pendant toute ma période de fac, et tout ça. Alors que j'étais plutôt une petite fille hyper gentille, un peu timide, joyeuse, souriante tout le temps. Et ça me rendait malade qu'on dise que je sois agressive et tout. Et j'ai bossé. En fait, je m'étais mis des carapaces, des armures et tout. Ouais. Et là, j'ai réussi à retrouver qui j'étais à 8 ans. Alors, je suis moins gentillette qu'à 8 ans, hein. Et j'ai toujours gardé un peu de cette agressivité, mais qui était en fait plus du dynamisme, tu vois. De la répartie, donc forcément que ça attaque un peu, et puis j'aime bien ça aussi. Mais j'ai retrouvé qui j'étais vraiment. Et donc, je fais ce que j'ai envie de faire vraiment. T'as retrouvé cet alignement qui te manquait. Exactement. Trop chouette. Là, ce qu'on comprend, c'est surtout à l'oral que tu t'exprimais. Aujourd'hui, le podcast, c'est quand même de l'écrit au départ, oui, et ensuite de l'audio. Je sais que ce qui t'a donné le déclic, c'est un pote qui t'a dit « Tiens, t'as une voix, les podcasts, ça se développe, lance-toi ». Est-ce que du coup, ça a été un peu une révélation, parce que tu connaissais pas forcément ce format ou de très loin ?
de se dire finalement l'audio, c'est ma forme d'expression qui me correspond et qui me ressemble, ou est-ce que est-ce que tu le savais un petit peu mais sans l'avoir expérimenté? En fait, moi j'ai un rapport très particulier à l'audio, c'est-à-dire que je me dis pas oh là là, en fait le podcast, ça y est, c'est mon truc. Parce que comme tu le dis, c'est de l'écrit et je ne fais que jouer et raconter mes histoires. Donc c'est à l'audio, mais c'est à travers un micro, mais je pourrais le faire devant une caméra, ce serait pareil. Alors c'est pas du tout le même taf et je sais pas si j'en serais capable, mais tu vois, pour moi, je me dis pas ah oui, l'audio c'est mon truc. Alors évidemment, depuis j'ai appris à monter, je fais des sound design, des machins, des trucs que j'adore, mais pour moi c'est pas ça le fond du truc. Mon truc c'est de raconter des histoires sous quelque forme que ce soit. En l'occurrence, ça a commencé avec l'audio et ça va continuer avec de l'écrit, ça peut être de la télé, ça peut être de la tout support, en fait. Oui, le support importe peu. C'est vraiment l'histoire, ton credo. Exactement. Okay. Super. J'avais d'autres questions par rapport plus à tes créations, et notamment l'arnaque, je pense qu'on ne présente plus. C'est beaucoup d'histoires un peu rocambolesques, on se dit, ça n'arrive qu'à Pénélope Boeuf. Est-ce que dans ta vie, et dans ta manière, dans ton dynamisme, dans ta manière de vivre, finalement, tu penses que tu arrives à créer des situations qui, demain, vont être des histoires à raconter en soirée ou en podcast? Est-ce que tu as cette philosophie qui te dit il faut qu'il m'arrive des aventures? Alors non, je me dis pas du tout il faut qu'il m'arrive des aventures, même si j'adore qu'il m'en arrive, parce que j'adore... En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que dans toutes les histoires qu'on écoute dans l'arnaque, il y en a qui, franchement, sont pas rocambolesques, mais je les rends rocambolesque dans la narration, et il y en a qui sont un peu mais que c'est pas possible qu'il lui soit arrivé ça. Eh bien si ça m'est arrivé, mais on revient à notre conversation de départ où je ne me suis pas posé la question, j'ai pas réfléchi. Tu vois, il y a un épisode où je suis au Vietnam et je me retrouve sans essence, je suis en road trip en moto sans essence, et je me retrouve à vendre mes fringues pour avoir de l'essence pour la moto, et puis on a dormi dans une vieille ferme en pleine nuit au milieu de la pampa vietnamienne. Et ça, si vraiment on s'était écouté avec mon pote, on aurait regardé un plan, on serait dit on n'a pas le temps avec notre essence, et puis c'est l'avant. Moi je déteste. Go with the flow. Go with the flow. Et donc il m'arrive des trucs comme ça, et honnêtement sur le coup tu rigoles pas, t'as peur, tu sais pas ce qui peut t'arriver, etc. Mais je trouve ça beaucoup plus excitant. Moi, ça me fait beaucoup plus vivre que regarder sur un plan, s'arrêter au bon moment. Et limite, parfois, par exemple, la dernière fois, j'étais à Malte, l'été dernier, j'étais à Malte avec des copains. Rien d'extraordinaire, mais on se retrouve avec notre Jeep qui ne démarre plus. Et on est au fin fond d'un truc à Malte. On vient de faire une grosse soirée, il est 3h du mat, il n'y a personne on est 6, et on peut plus faire démarrer la Jeep. Merde. Tout le monde était là, oh merde. Et tout. Moi, j'étais là, j'adore. Mais en fait, parce que j'adore, c'est pas grave, on s'en fout. Et donc là, il faut trouver des moyens pour, ok, comment on va faire? Bon, on est à 2 heures de route, et on va se taper les 2 heures à pied, c'est pas grave. Et puis on va se marrer en marchant, et puis sinon on va faire du stop, et puis on va demander à des gens. Donc là, nous voilà en train d'aller demander à des gens s'ils peuvent pas nous tirer la voiture. Mais c'est vachement plus rigolo que juste rentrer chez soi, je trouve. Ah, c'est clair. Ben ouais. Et le problème, c'est que tout le monde n'est pas comme ça. Donc c'est compliqué de trouver des gens qui ne veulent pas planifier, ne veulent pas organiser, ne veulent pas machin. En revanche, quand j'ai envie de faire des choses, je me dis ça, je m'en fous. T'es quand même moteur dans le truc. Ouais, je suis moteur. Je dis ça, je veux qu'on le fasse, peu importe où, quand, à quelle heure, mais il faut qu'à un moment on le fasse. Donc on se retrouve à faire des trucs un peu en serpentin, et puis tout d'un coup on tombe dessus, et c'est très bien. Mais sinon, non, je déteste planifier. Donc il m'arrive des histoires parce que je réfléchis pas, non pas que je fasse exprès de réfléchir, mais ça me gonfle de réfléchir avant. Je préfère réparer les problèmes après, mais c'est pas bien de faire ça, hein, toujours. Ça peut être dangereux, quoi. En tout cas, ça te réussit pas mal. Moi, ça me réussit. Ouais. Oui, parce que derrière, je pense... Ça te donne de l'inspiration aussi. Ça me donne de l'inspiration aussi. Alors, je sais pas si j'ai développé une sorte de culot, entre guillemets, suite à ça. C'est-à-dire que quand tu te retrouves à 3h du mat avec ta Jeep cassée, ou au Vietnam sans argent, il faut que tu demandes de l'aide. Donc, t'es obligé de forcer le truc. D'aller vers l'autre. De faire des deals inimaginables, et en fait t'es prête à tout parce qu'il faut absolument que tu rentres chez toi parce que t'as ton avion dans 2 heures. Enfin, et alors je sais pas si c'est parce que je me suis retrouvée dans des situations comme ça que j'ai développé un peu ce culot là, ou si j'ai toujours eu ça et du coup ça me correspond bien, tu vois. Je sais pas d'où ça vient, parce que quand j'étais petite j'étais plutôt timide et j'étais pas culottée. J'étais culottée dans le sens où je racontais des trucs et je parlais aux gens facilement et tout, mais j'étais quand même un peu timide quand j'allais demander un ticket au cinéma. J'étais pas capable de faire ça, et
je sais pas, mon rapport aux autres, il était un peu biaisé. C'était plus facile, en fait, et en règle générale, c'est plus facile pour moi de monter sur scène devant 600 personnes. J'exagère, mais c'est plus facile que de faire un one-to-one un peu sérieux, tu vois, un peu pro. Un one-to-one dans un bureau. Parce que t'es toujours derrière une sorte de personnage, Exactement. même si c'est très inspiré de toi. Finalement, on ne sait pas qui est Pénélope Boeuf, au fond. Finalement, on ne sait pas qui est Pénélope Boeuf. Oui, mais c'est ça, parce que d'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent, mais tu racontes quand même toute ta vie, ton intimité et tout. Oui, mais évidemment que je garde ce qui me semble le plus intime. Je le raconte pas. Donc, oui, c'est évidemment que je garde pour moi le plus intime, je garde pour moi ce que j'ai pas envie de raconter. Et les gens me disent, mais t'as pas, ça te dérange pas de raconter ce que tu racontes? Mais alors, pas du tout. Si je raconte, c'est que j'en ai rien à foutre de savoir que j'ai pécho machin et que j'ai fait ça comme ça. Je m'en fous. En revanche, ce que je ressens vraiment au moment où je le vis, au moment où je le raconte. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a très peu de personnes qui me connaissent vraiment. Il y en a 3-4. Mais voilà, c'est ma façon à moi de... Mais c'est souvent ça. C'est surtout les timides qui deviennent de bons comédiens. Exactement. On le dit souvent. Oui. Alors moi, je suis pas une timide comme les timides comédiens, là. Parce que quand même... Et puis en plus, je pense aussi que je me suis ouverte vachement. Déjà, dans mes 10 boulots, à chaque fois, il faut que tu te vendes tous les ans et demi pour dire si, je serai celle-là, je serai la bonne, et puis je resterai plus d'un an et demi, t'es obligé un peu de te vendre, bon. Et puis là, depuis 2 ans, bah, là, c'est le folklore, quoi. Là, c'est parti, je ne suis même plus timide. Alors, je suis timide, c'est bien sûr que je suis timide dans cette situation, mais en fait, c'est surtout que j'ai plus de filtre. Donc, c'est pas tellement de la... Je n'ai plus de filtre, je n'ai plus peur de n'importe quelle question, quelques questions que tu me poses, enfin, il y en a sûrement, peut-être, où je vais être très mal à l'aise, mais en tous les cas, la majorité des questions qu'on me pose, même si ce que je réponds peut être choquant, moi je l'assume. C'est ça, en fait, j'en suis là, j'ai assumé, je suis sans filtre et j'accepte même de pouvoir dire des trucs un peu gravos, je l'assume et c'est pas grave. À partir du moment où t'assumes, je pense que ça passe. Et quand est-ce que t'as commencé à assumer vraiment à 100%? Là, j'ai monté en 2018, 2019. Et depuis, c'est de mieux en mieux. Est-ce que c'est parce que ça a aussi marché rapidement et que tu as eu aussi des bons retours en me disant, en fait, je suis sur le bon chemin, j'ai quand même cette reconnaissance des auditeurs. Est-ce que ça t'a aidé ou ça aurait pu être... c'est plus un travail personnel que tu as fait, un cheminement C'est un travail personnel que j'ai fait, mais c'est sûr que si ça n'avait pas marché, je me serais dit, où est-ce que je vais, quoi? Qu'est-ce que je fais? En fait, je suis à nouveau paumée, ça aurait été... C'est sûr que quand t'as la reconnaissance de ce que tu fais, bah, tu te dis qu'en fait, t'es à la bonne place. Donc, c'est sûr que ça a aidé. Et après, j'ai fait aussi un gros travail avec un psy et tout, hein, qui aide. Mais voilà, ça fait partie de ça. Mais aussi, je pense... Enfin, j'en sais rien, mais peut-être que ça a marché aussi parce que je m'assumais. Ouais. Enfin, c'est un peu un cercle vertueux, tu vois. Ça marche parce que je suis authentique et je suis authentique parce que ça marche. L'authenticité, c'est vraiment ta marque de fabrique. Ouais. Et en fait, moi, j'adore quand les gens sont authentiques. J'adore quand ils sont eux. Et parfois, je vois des vidéos de gens, tu te dis, mais moi, je serais jamais habillée comme ça. Et elle a pas honte, entre guillemets, elle a pas honte de pas être coiffée alors qu'elle passe à la caméra et de dire ses insanités ou je sais pas quoi, enfin, ses énormités. Et en fait, pas du tout. Parce que la meuf, c'est elle et elle s'assume et tu te dis, putain, mais elle est géniale, là. Et une fois que t'as compris ça, moi, je suis pas encore vraiment, mais j'y suis presque, quoi. Enfin, t'es sur la bonne voie. Non, mais je suis sur la bonne voie. Après, c'est pas de la télé que je fais, donc c'est plus facile, je trouve. Je suis cachée derrière, on me voit pas, c'est encore différent. Oui, c'est quand même un média spécifique, le podcast. On est quand même dans l'ombre. Et puis, en plus, c'est pas un média, c'est pas c'est un peu un média de niche encore, donc c'est pas de la télé. Mais je pense que j'arriverai à raconter ce que je raconte à la télé. Presque. En tout cas, si on te propose, de toute façon, tu diras pas non. Ah bah je dirais pas non, je dirais pas non, je dirais oui, je me ramasserai et puis tant pis. Un truc qui te caractérise énormément, je trouve, c'est la productivité dans ta création. Pendant le confinement, t'as sorti presque une centaine d'épisodes. Enfin, un confinement, déconfinement, reconfinement. On ne s'arrête plus. C'est quoi tes routines créatives? Est-ce que t'en as déjà? Bon, j'imagine que oui, mais si tu me dis non, là, je serais super surprise. C'est quoi une routine créative? Bah, est-ce que tu te dis, tel jour, je fais ça, je commence par ça, pour écrire un podcast assez efficacement, pour écrire un épisode de l'Arnaque ou Journal d'une confinée, comment tu fais? Est-ce que c'est toujours la même heure? Est-ce que t'as besoin d'être dans un certain mood, d'avoir ton thé avec toi, d'avoir une musique? J'en sais rien, en fait. D'accord. Eh bien, pas du tout.
C'est-à-dire que là, donc j'ai relancé la saison 9 de l'arnaque. Normalement, tous les épisodes de l'arnaque avant, la première saison, j'en avais 4 d'avance, en me disant j'en aurais toujours 4 d'avance. Et puis évidemment, j'en avais 4, puis 4, puis 3, puis 1, puis je me retrouvais la veille à faire l'épisode. Là, j'avais fait un stop d'1 an, je repris la saison 9, je me dis, t'as mûri, c'est une saison de 12 épisodes, tu vas shooter les 12, enfin tu vas les avoir les 12 en stock avant de shooter le premier. Évidemment, c'est pas le cas, donc j'en ai fait 7, donc là j'en ai 7, il y en a déjà 3 qui sont sortis, il me reste que 4 d'avance, c'est l'enfer, je me dis, mon Dieu, il faut que j'en fasse 5, et je sens que je repousse, parce que c'est quand même, en fait, il faut l'inspiration, il faut trouver l'idée, et donc ce que je fais, c'est qu'à un moment, je me dis, quand j'ai plus le temps, en fait c'est quand je suis un peu dos au mur, je prends mon ordi, tac, et là je me consacre, et je m'y consacre en fonction de l'inspiration, mais ça peut être 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, avec le montage et tout, hop, dans la boîte. Et journal confiné, c'était la veille, à 23 heures. C'était tous les jours, j'en pouvais plus au bout d'un moment, et donc c'était 23 heures, je prenais mon truc, et j'écrivais, à la fin j'écrivais même plus, je faisais de l'impro, et à la fin je faisais même plus d'impro sur mon micro, je prenais mon dictaphone de téléphone. Tu vois, j'étais dans mon canapé, et j'étais là, et je parlais, en plus on entend les put, c'était immonde. Mais j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Mais sinon, en fait, j'ai pas de... Non. Faut être dos au mur, en fait, c'est quand même la deadline qui te... Ouais. Et je suis meilleure d'ailleurs dans la pression que quand j'ai le temps, je suis pas assez efficace, je suis pas assez tranchée, c'est pas assez drôle, alors que j'ai pas le choix en fait, dos au mur. Et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, même dans mes boulots, à chaque fois. Donc, d'accord. Donc c'est pas vraiment de routine. En revanche, non, je peux travailler dans un café. Enfin, si ça rouvrait, je peux. Mais il va falloir vraiment que j'ai un casque, que ce soit un café que je connaisse bien pour être, tu vois, me sentir un peu comme à la maison. Mais le mieux, c'est quand même chez moi. Je suis sur ce canapé, j'écris les pieds sur ma table basse et puis ça déroule, quoi. Et est-ce que tu as un carnet ou des notes dans ton téléphone où tu te dis, ah tiens, faudrait que je parle de ça, Parce que je me dis, notamment pour l'arnaque, tu as quand même des histoires sur pas mal d'années de ta vie. Comment tu fais pour te souvenir de toutes ces anecdotes et ensuite d'arriver à en broder Alors, je me souviens de ces anecdotes en réfléchissant, en repensant. Comme c'est par thématique un peu l'arnaque, ça c'est facile. En revanche, parfois je me dis, attends, j'ai pas déjà raconté cette histoire et donc me voilà en train de rescroller mes 120 épisodes à me dire ce que je vais... Parce que ça, je les ai pas notés. Alors, j'ai les textes et encore, il y a des textes que j'ai jetés. Enfin, je suis vraiment un bordel. Je suis pas du tout organisée à ranger mes trucs et tout. En revanche, c'était quoi le début de ta question ? Je sais plus. Est-ce que tu prends des notes ? Voilà. Au fur et à mesure, il m'est arrivé un truc en prenant mon café. Oui. Parfois, par exemple, là, pour préparer mes 12 épisodes de la saison 9 sur la date des dates foirées, je me suis noté des trucs et là, sur mes 5 épisodes qui me restent à faire, je les ai notés des thèmes sur mon iPhone. Mais j'ai pas le carnet parce que les carnets, en fait, j'ai 50 carnets. J'écris 3 pages par carnet, je change. Je perds, j'arrache la classique. Voilà. Donc, je préfère faire sur mon téléphone. Mais du coup, finalement, une fois que tu l'as noté, il y a quand même un processus d'inspiration qui se met en place. Inconscient. Et c'est pour ça, le jour où t'es dos au mur, qu'il faut écrire, tu déroules, en fait. Exactement. Oui, en fait, et tout le taf d'inspiration, il est complètement inconscient. Et pas inconscient, non, il est évidemment conscient, mais il n'est pas prémédité. Ouais. Il est tout au long de la journée, je vais chez le coiffeur, je vais rarement chez le coiffeur, mais je vais au Monop, au supermarché, je vais faire du sport, je m'en rends pas compte, mais j'y pense sans même savoir que j'y pense vraiment. Mais t'es quand même toujours ouverte aussi aux sources d'inspiration. Ah bah oui, et puis je regarde tout ce qui j'adore dans la rue, j'adore regarder tout ce qui se passe, j'observe beaucoup, et puis après, par exemple, il va se passer un truc, et je vais me dire, ah, ce serait drôle qu'elle fasse ça, la dame, elle le fait pas. Dans ma tête, c'est comme si elle l'avait fait, donc je me déroule une histoire, et puis hop, tu vois, je brode, quoi, sur ce qui se passe à l'extérieur. Tes rêves doivent être passionnants. Ouais, mais d'ailleurs, là, j'en ai fait un, parce que là, je sors des bouquins, et j'ai rêvé que mon éditrice avait mis des pubs de L'Oréal entre chaque chapitre, et je lui disais, mais je comprends pas, c'est un magazine, en fait. Elle me dit, bah oui, mais on avait toujours dit que c'était un magazine. Non, mais horrible. L'angoisse. L'angoisse. J'ai repris une citation de je sais plus quel épisode de Journal d'une confinée. J'ai quand même l'impression que tu as une certaine rigueur dans les choses que tu t'imposes, même si tu dis que c'est un bordel organisé. Par exemple, quand tu dis ok, là j'ai refumé, mais lundi j'arrête la clope, lundi c'est plié, et tu te le répètes. Oui. Est-ce que c'est aussi comme ça que tu marches pour t'imposer une forme de rigueur ? Bon, ok, là je suis à l'arrache, mais il faut quand même que je sorte cet épisode, il n'y a pas moyen, je le sortirai demain. Mais pour moi, c'est pas vraiment de la rigueur, ça. Parce que c'est pas de la... Enfin, je sais pas. Pour moi, rigueur va avec discipline.
Et alors, je suis pas très disciplinée. Tu vois, la clope, oui, il faut que je m'arrête. Lundi, j'arrête. Et ben, lundi, j'arrête. Hein. Sauf que, en fait, je le tiens pas. Alors, je l'ai déjà tenu 3 ans et j'ai repris. Donc, et puis, la clope, c'est quand même un peu particulier. C'est une addiction. Oui, c'est une addiction, ouais. Mais c'est vrai que... oui, non, mais en fait, je me force. Parce que je suis quand même convaincue d'un truc. C'est que tout est dans la tête. Donc, non, je ne boufferai pas de glace pendant 6 mois. Oui, je travaillerai comme une maboule pendant 3 semaines. Eh ben, c'est que dans la tête. Et bien sûr qu'il faut que le corps suive, etc. Mais je pense que si on se persuade qu'on peut y arriver, on y arrive. Moi, je suis persuadée de ça. Donc, ça, c'est ta force, en fait, qui te guide tout le ouais. temps. Je pense que je peux... Tu penses que tu peux tout faire? Tout faire. C'est magique. C'est magique. mais enfin, je peux tout faire avec énormément de travail. Bien sûr. Bien sûr. Mais en fait, que... la première étape, c'est de s'en convaincre. Oui. Et du coup, d'enchaîner les actions voilà. ensuite. Et puis d'en avoir envie au départ. En fait, t'en as envie, tu te convaincs. Oui, t'arrives pas à te forcer à faire des choses. Ah non, ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Non, en revanche, t'as envie d'un truc. Là, tu dis, j'ai envie, mais bon, c'est infaisable. Non, mais non. Bien sûr que tu peux y arriver. Bon, bah, ça demande quand même de lire 50 bouquins, de contacter tant de personnes et de travailler comme une maboule. Ok, mais je vais y arriver. Puisque j'en ai vraiment envie, il n'y a pas de raison. Si j'en ai envie et que... Bah, si j'ai envie, je vais être contente de travailler, contente d'apprendre, et donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, ça peut ne pas plaire, etc. Mais en tout cas, je peux... Comme le montage audio, par exemple. Le montage audio, mon Dieu, pour moi, ça me paraissait une montagne. Et puis tu dis, non, mais attends, c'est bon, allez, tu te colles dedans 2 heures, et puis c'est réglé. Donc là, c'est plus facile que quand c'est un énorme projet, mais tout est une question de se mettre dedans à fond la caisse et avoir envie. Et ça, c'est vrai que c'est un peu mon... Je pense que c'est une force, parce que je pense que je peux arriver, et quand j'y arrive pas, ça me rend ouf, tu vois. Parce que et t'es jamais prise par la flemme? Si, mais pas sur des trucs... Non, pas sur des trucs que j'ai envie. Parce que si j'en ai envie, j'en ai tellement envie que ça dépasse tout. Il n'y a plus rien qui compte, et c'est ça qui compte. Et t'arrives à te focaliser dessus et à dire non à d'autres sources de distraction. Ouais, complètement. Et si je me suis dit que j'avais envie Pour moi, de c'est faire... quand même une forme de rigueur et de discipline, ça. Tu vois, arriver à dire non et se dire... bah, c'est mon projet, je dois y aller à fond et je dois l'aboutir. Mais si j'en ai envie, dire non à l'autre truc, je m'en fous, puisque j'ai plus envie de ça. Il y a ça aussi, c'est que je me... Tu classifies tes envies. Je classifie. Dès que j'ai envie d'un truc, je me mets à fond, bah, tout le reste devient nul à chier. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que d'un coup, je lance une fiction, non, mais l'arnaque, c'est nul. D'un coup, je lance la saison 9 de l'arnaque, non, mais les fictions, je m'en fous. Enfin, donc, bah, je focus tout. Et donc, l'inconvénient de ça, c'est que derrière, je me brûle un peu les ailes, parce que, par exemple, typiquement l'arnaque, j'ai fait 8 saisons. Au bout de 8 saisons, je voulais aussi m'arrêter quand je voulais pas prendre le risque que la 9e soit pourrie, mais j'en pouvais plus. Ou journal confiné, je te fais ça tous les jours. Au bout d'un moment, j'en peux plus. Et donc, limite, je vomis le truc, tu vois, j'en veux plus, alors que je pourrais le faire avec parcimonie, faire autre chose en même temps. Mais non, parce que du coup, je serais pas capable. Je suis obligée de faire... Quand tu fais un projet, t'es focalisée sur un seul. Sinon, je suis pas capable de le tenir. C'est plus pour me forcer à le tenir que je mets tous les œufs dans le même panier, quoi. En fait, je cours plusieurs lièvres à la fois, mais je ne mets pas tous les œufs dans le même panier. En fait, c'est ça. Ok. Ouais. Non, mais j'ai compris. Et je suis sur plein de projets en même temps. Ouais. Et enfin, en fait, je me dis, allez, je suis sur 3 projets en même temps. J'aime bien avoir... Et d'ailleurs, j'aime bien en avoir plein. Parce qu'un seul... Tu vois, si je fais que l'arnaque, je vais péter un plomb. De que écrire, que enregistrer. Non, j'ai besoin d'écrire d'autres trucs, de rencontrer des gens, d'envoyer des mails. Donc, je me fixe 2-3 projets. Et je me dis, ceux-là, ils sont sur la hiérarchie des envies, sur la même ligne. Et donc, eux, bah, il faut que je les mène de front en parallèle, quoi. Allons-y. Bim, 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 bim. Et tout le reste... Ah bah non, ah bah non, ah bah non, ah bah non. Ah, c'est hyper intéressant. J'avais une question un peu liée, mais pas tellement. Mais je vais la poser quand même. Est-ce que tu crois au pouvoir créatif du vide et de la solitude? Évidemment. Pour toi, c'est... Ouais. Mais j'ai presque envie de dire que la solitude est une source d'inspiration, parce que quand t'es seul, tu penses... Tu tergiverses, tu tournes dans tous les sens les trucs, et d'un coup, il y a des choses de génie qui t'arrivent en tête, quoi. Et c'est drôle, comme moi, là où j'ai mes moments les plus inspirants, c'est la nuit. Quand je travaille la nuit, ça arrive. T'es encore plus seul que seul. Tout le monde dort. T'es encore plus... Tu vois. Et ben, c'est là, d'un coup, que... T'as les meilleures idées. T'as les meilleures idées. Et évidemment que la solitude... Alors, il y a la solitude profonde, innée, que tout le monde vit, hein. Mais t'as aussi la solitude, le fait qu'en effet, je sois célibataire et que je vive avec personne et que j'ai des responsabilités... J'ai pas de responsabilité, à part moi-même. J'ai de compte à rendre à personne.
qui fait que j'ai le champ libre, quoi. Tout, je peux tout faire, tout penser, tout décider, tout. Et ça permet une liberté d'esprit. Tu te fais pas de soucis, donc t'ouvres ton esprit. Enfin, on ne peut plus créatif. Du coup, tu prends le temps d'être en attente des idées, à réfléchir juste sans rien faire? Non, ou est-ce ça que vient. c'est en faisant d'autres choses que ça vient? C'est en faisant d'autres choses que ça vient. Et d'un coup, je me dis, attends, ce serait génial ça. Donc j'arrête ce que j'étais en train de faire pour prendre l'idée qui me vient et la développer. Ok. Oui, non, c'est jamais La en chope au attendant. vol. La chope au vol. Je sais pas ça, faire... je sais pas attendre l'idée. Apparemment, je comprends pas. Enfin, peut-être qu'en fait, je le fais au quotidien sans m'en rendre compte, mais c'est en faisant d'autres choses que l'idée me vient. Ok. Et est-ce que le côté déterminisme de l'idée, genre je veux avoir une idée, donc je l'aurai, ça tu y crois aussi? Oui, complètement. De la même façon. Oui. D'ailleurs, quand j'avais monté ma boîte j'avais monté une boîte avec une copine, j'avais fait un burn-out et je m'étais dit, bon, je peux plus revenir en entreprise, donc il faut que je monte une boîte. Donc là, on s'est dit toutes les deux, il faut qu'on trouve une idée. On va en trouver une. Et t'en trouves une. Et évidemment. Et après, tu l'ajustes et tu l'adaptes. Ou même, par exemple, si je veux faire une fiction audio, ok, je vais réfléchir à quel genre de fiction. Évidemment que si tu veux une idée, tu la trouves. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de mal à en trouver si j'ai besoin d'en trouver une. Évidemment que je préfère quand ça vient du ciel. Et d'ailleurs, ça vient sûrement pas du ciel, ça vient de plein d'autres choses inconscientes qui d'un coup débarquent. Mais t'as le sentiment que ça vient du ciel. Mais bien sûr que si tu veux une idée, t'en trouves une. Alors là, c'est pour ça que quand je disais, mais j'ai pas d'idée, j'arrête tout de suite la conversation, c'est que t'as pas cherché. Je voudrais parler, au-delà du statut d'artiste, le statut d'entrepreneur, parce que ça fait quand même partie du quotidien énormément. Dans le milieu du podcast, on entend souvent les gens dire faut pas faire ça pour gagner de l'argent, le marché n'est pas mûr, etc. Et pourtant, toi, j'ai l'impression qu'en lançant L'Arnaque, ton premier podcast, en 3 mois, t'as fait plus de 10 000 écoutes par jour. Est-ce que t'as lancé aussi L'Arnaque en étant persuadée et en voulant que ça marche, et du coup, ça a marché? Et qu'est-ce que tu penses du coup de la maturité du marché du podcast de manière générale? Alors j'ai lancé L'Arnaque en pensant que ça marcherait parce que j'y croyais. Et puis après, ça a marché non pas parce que je voulais que ça marche, parce que faut pas non plus exagérer, hein, si on réussissait tout ce qu'on voulait, ça serait trop facile. Mais j'ai tout fait pour que ça marche. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Eh bien, j'ai contacté tous les gens du monde du podcast. C'était il y a 2 ans. Donc franchement, il y a 2 ans, on savait pas trop qui s'occupait de quoi chez Apple, chez Spotify, chez Deezer, c'était compliqué. J'ai envoyé des milliards de mails, je contactais tout mon réseau. Franchement, j'ai envoyé des milliards de mails à plein de gens dans le milieu du podcast pour écouter, faire en sorte que mon podcast soit connu, écouté, poussé, etc. Et tu leur disais, je veux savoir comment vous avez fait, ou en disant, j'ai lancé ça, aidez-moi à le faire connaître. Okay. Ouais. Ou comment faire pour, dites-moi comment faire, ce qu'il faut payer, dites-moi, je fais, quoi. Enfin, dites-moi ce qu'il faut, je le fais. Et puis à force de ça, 1 + 1 + ta, et ben boum. Et qu'est-ce qu'ils te disaient alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en fait, ils me disaient rien. Ils me disaient, oui, d'accord. Par exemple, le mec de Deezer m'a dit, d'accord, tu lances ça, je vais le mettre en avant. Ok. Spotify, oui, d'accord, je vais voir, mais nous, on met pas vraiment en avant, mais bon, pourquoi pas. Peu importe, il entend parler de toi, et le jour où il tombe sur ton truc LinkedIn, et il fait, c'est Lana, tiens, je vais la pousser quand même, parce qu'elle se donne un peu. Mais en fait, c'est semer des graines partout. C'est ça. Dans tous les milieux. C'est-à-dire que j'ai semé des graines dans les podcasts, mais derrière, auprès des annonceurs, et puis sur LinkedIn. Les LinkedIn, c'est pas du tout créatif, ça de plus en plus, mais tu vois, c'est pas une cible créative. Et puis, auprès de gens qui n'écoutent pas des podcasts, et dans des groupes sur Facebook, tu sèmes plein de graines, tout le monde s'en fout. Et il y en a quelques-unes qui vont germer. Et il y en a quelques-unes qui germent. Et alors, c'est génialissime à ce moment-là. Et tu dis, mon Dieu, enfin ça paye. Mais sauf que pendant longtemps, ça paye pas parce qu'il faut du temps avant que ça germe. Et puis d'un coup, t'en as plusieurs qui germent et ça germe en même temps. Et tu dis, oh mon Dieu, j'ai pas le temps. Et puis en fait, tu trouves toujours le temps parce qu'on a le temps. Donc ouais, non, il faut semer des graines partout. Et je m'étais pas dit que... D'ailleurs, j'allais gagner de l'argent avec l'Arnaque parce que je gagne pas tellement d'argent avec l'Arnaque. Enfin, j'en gagne un peu avec le sponsor, mais je gagne surtout de l'argent en faisant des podcasts de marque. Et c'est quand... Donc j'ai fait l'Arnaque, après j'ai fait un 2e format différent, après un 3e format différent, un 4e, j'ai fait plein de formats différents. Et c'est parce que je me suis diversifiée. Que là, les marques ont commencé à venir vers toi? Et les marques sont arrivées en me disant... En fait, ou c'est toi aussi qui contactais les marques? Alors moi, je les contactais au début et tout le monde se foutait.
En plus, les gens me disaient, ça s'appelle l'arnaque. Qu'est-ce que tu veux que je sois partenaire de l'arnaque, par exemple, tu vois, quand pour être sponsoring, pour être sponsor. On me l'a refait récemment, il y a 2 semaines là. J'ai contacté une marque, elle m'a dit non mais franchement, je ne veux pas être assimilée à l'arnaque. Bon, ok. Il n'avait pas écouté, mais bon. Et il reviendra. Exactement. Et je pourrais plus. Et non, c'est plutôt pour les podcasts de marque. Elles ont vu, j'ai fait un site internet avec tous mes podcasts, etc. Et elles ont vu que je faisais plein de trucs différents et elles se sont dit, peut-être qu'elle peut nous proposer quelque chose de pertinent. Et c'est comme ça, c'est parce que je me suis rendue visible pendant 1 an que derrière les marques sont arrivées. Mais en effet, au début, je voulais gagner de l'argent tout de suite. Et c'est un copain qui m'a dit, gagne pas d'argent, tu t'en fous, laisse 1 an. Pendant 1 an, tu fais ta vitrine, tu fais ton portfolio, tu fais du contenu, tu te rends visible. Là, tu sers à rien, tu vaux rien, t'as fait 3 épisodes pourris, on s'en fout. Et donc, j'ai suivi son conseil et c'était un très bon conseil. Le conseil du contenu ouais. À fond. Il faut avoir sa vitrine. Et puis aussi, toi, du coup, tu sais dans quoi t'es à l'aise, tu sais ce qui te plaît, tu sais ce qui fonctionne, tu sais comment faire en sorte pour que ça marche mieux. Et derrière, t'es très bonne pour conseiller les marques. Beaucoup plus qu'au départ où t'as fait 3 épisodes, je peux vous faire un podcast, tu sais pas de quoi tu parles en fait. Ouais, bien sûr. Donc, il faut quand même maîtriser son sujet pour pouvoir derrière le proposer. Et donc... Et tu disais le marché du podcast. Ouais, donc le marché du podcast par rapport à sa maturité, au fait qu'en France, c'est pas facile de gagner de l'argent avec du podcast. Toi, là, ce que tu viens de dire, c'est plutôt dans cette veine-là, quoi. Toi, tu gagnes beaucoup plus d'argent en faisant des podcasts pour les marques qu'avec tes propres podcasts, qui pourtant sont plutôt oui, alors un succès. Là, en fait, mes podcasts sont un succès. Mes podcasts ont été un succès, dans le sens où moi, j'ai créé 10 chaînes de podcasts. Sur les 10, à part l'arnaque, les 9 sont terminées. C'était des fictions courtes de 8 épisodes. La Parisienne, c'est fini. 1, 2, 3 fictions, c'est terminé. Journal du confiné, on espère que c'est terminé. Donc, les gens ne reviennent pas. Ils peuvent le redécouvrir. Donc, tous les jours, il y en a des nouveaux. Hein. Mais, tu vois, Journal du confiné, je suis à 1000 écoutes par jour. Il n'y a pas de nouveaux épisodes. Bon, ça se tasse. Oui. Du coup, j'étais à 6000, 7000 avant. Quand j'avais des nouveaux, là, j'en ai plus que 1000. C'est pas avec 1000 auditeurs par jour que tu gagnes beaucoup d'argent. Il faut honnêtement en avoir 8-10 000 pour que la pub fasse... Il y a plusieurs types de pubs. Il y a la pub qu'on te colle comme ça avec les spots radio un peu classiques. Ouais. Et après, tu as la pub Ostred, où en gros, tu dis toi-même le message de la marque. Soit tu passes par ta régie, qui te prenne une commission normale. Et moi, maintenant, je fais plus ça, je vais chercher les marques. Donc maintenant, là, en ce moment, j'ai un partenaire de sextoy sur mes épisodes de l'arnaque. Je suis allée la chercher. Donc c'est 100% pour moi. Et maintenant, c'est ça que je fais. C'est que je vais démarcher directement. Je peux me permettre, puisque j'ai fait des podcasts de marque, j'ai 10 chaînes de podcasts, j'ai beaucoup d'écoutes, etc. En revanche, je vais avoir du mal à sponsoriser le Journal du confiné qui est terminé, ou Cupla, ou 1, 2, 3 Fiction, ou Rap'n'Roll, tout ça. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est que je pense que pour gagner de l'argent, c'est possible. Il faut avoir une seule chaîne que tu alimentes très régulièrement. Et à long terme. Ça sert à rien de faire un truc sur 3 mois, aucun intérêt. Et là, moi, je me suis dit, c'est un peu con, parce que tu vois, à la base, j'avais fait une seule chaîne avec tous mes programmes dessus, mais les gens s'y perdaient. Oui, surtout quand il y a des choses qui se suivent sur les fictions. C'est ça, t'as les fictions, entre-temps, t'as un arnaque, t'as un pic parole, t'as un machin, les gens disaient, oh là, c'est pour ça que j'ai tout splitté en 10, et ce qui est beaucoup mieux, et puis ça montre que je fais plein de choses différentes, pour la visibilité, c'est bien, etc. En revanche, pour la monétisation, c'est nul. Donc c'est pour ça que l'arnaque, c'est pas pour ça que l'arnaque j'ai repris, mais j'avais envie de le reprendre, et puis quand même, ça faisait aussi une chaîne qui restait en continu. Donc là, je vais faire une saison 9, a priori, je fais une saison 10, une saison 11, etc. Okay. Donc c'est possible de gagner de l'argent si t'as ta chaîne, si t'as 10 000 écoutes par jour, tu peux gagner des bons billets. Ça dépend si tu passes par ta régie, si tu vas le chercher toi, c'est toujours un peu pareil. Quand tu passes par ta régie, ça veut dire quoi? Ton hébergeur. L'hébergeur, ouais. Ouais, l'hébergeur, il s'occupe de trouver des pubs. Et si tu fais beaucoup d'audience, il y a des grosses marques qui viennent pour faire du host trade. Donc voilà, tu donnes ton message dans ta voix, tu l'écris toi-même, tu l'enregistres. Et là, tu touches beaucoup plus d'argent que si c'est un des spots qu'on te colle sans même savoir de quelle marque il s'agit. Donc voilà, après, moi, j'ai une petite équipe maintenant. Enfin, on est pas beaucoup, on est 3, hein, mais ils vont chercher des marques pour moi. Et c'est mieux. Je les paye pour ça. Pour ça non, plutôt que, tu vois, à Casque. Alors, c'est sûr qu'à Casque, c'est génial parce que ça arrive, tac, mon hébergeur, ça arrive comme sur un plateau. Et puis. C'est eux qui te proposent, du coup. Ouais, c'est eux qui me proposent. Ouais. Mais ils me proposent que quand j'ai des programmes qui durent. Donc, Journal du confiné, j'en ai fait un. J'ai fait un host-trade pendant le Journal du confiné parce que ça durait. Tous les autres, on me propose rien sur tous les autres, forcément. Parce que c'est pas régulier. Et c'est pas intéressant pour la marque. Et donc, je pense que le marché du podcast, là, il est en train de se structurer. C'est long, c'est très long. Mais c'est en train de se faire. Toutes les marques sont en train d'avoir leur podcast. Les médias ont tous leurs podcasts. Soit télé, radio, mag, ils ont tous leurs podcasts. Et c'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, si ce n'est du temps et de l'énergie.
Mais en termes de matériel, en vrai, tu peux faire aussi ça avec un téléphone. Enfin, il y a toujours. Voilà, oui, c'est pas du tout quali, mais tout le monde peut faire ça. Beaucoup plus simple que de la vidéo, par Beaucoup exemple. plus simple que la vidéo. Donc, le problème, c'est que ça sera jamais saturé, mais ça peut, à un moment, être un peu embouteillé par des podcasts qui sont pas quali, qui durent que 3 mois, et donc, en fait, t'es là, bon, on s'en fout. Et en même temps, moi, toutes mes autres chaînes, elles sont terminées, je serais dégoûtée qu'on les jarte. Oui. Parce qu'elles n'existent plus. Parce que ça fait partie de mon univers aussi, tu vois, donc... Parce que tu pourrais te dire, une chaîne qui n'existe plus depuis 3 ans, on la dégage. Non, ça reste du contenu intéressant. C'est comme si on supprimait un film. C'est comme si on supprimait un film parce que... Ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il est là, ça, parce qu'il date de 2000, quoi. Ouais. Donc, non, mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'outils, de mesures d'audience. Il y a aussi ça, le fait qu'on puisse pas voir combien font les gens en public, tu vois, les audiences publiques. Et donc, tu peux pas te comparer. Ça, c'est un vrai sujet, mais c'est en train de... C'est en train de se... C'est en train de changer. Ouais. Ok, ça marche. Et combien de temps tu consacres de temps à la production de contenu versus toute la communication, le marketing, tout l'à côté qui finalement est quand même fait partie de la vie d'un créateur? Tout à fait. Je pense que Quoi, par jour? Par en jour, pourcentage, je pense que je fais 80... J'en sais rien. 85 de contenu, 85 de contenu, 15 de com. Ah ouais? J'aurais dit le contraire, moi. J'ai l'impression que tu communiques énormément. Ouais, après, j'ai l'impression de pondre. Tu vois, là, j'ai écrit un petit article sur LinkedIn, sur l'entrepreneuriat, c'est comme le célibat. Ça m'a pris 4 heures, et le truc, il se lit en 2 minutes, mais ça m'a pris 4 heures. Ouais, mais tu vois, ça, voilà, typiquement, ça m'a pris du temps, et j'ai fait de la com rapide sur LinkedIn, et puis sur Insta. Le ratio. Et là, tu fais des relances ensuite ou non. En te planifiant, en disant bon. Non, c'est quand tu sors un truc, tu communiques et après. Et c'est terminé. Il s'auto-gère. Il s'auto-gère, sauf que si jamais les gens l'ont pas vu, c'est dommage. Je devrais, parfois, il y a quelques vidéos, j'ai fait une grosse conférence il y a longtemps. De temps en temps, je dis, je la relance pour ceux qui débarquent et qui l'auraient pas vu. Mais j'aime pas trop recycler, je trouve que c'est un peu facile. Ouais. Mais bon, ça prend beaucoup moins de temps. Mais c'est vrai, t'aurais dit 85 de com, 15 de contenu. Ouais, en fait, peut-être, je me rends même plus compte. Mais pour moi, en fait, la com, quand je fais des stories Insta débiles, c'est du contenu. Ouais, c'est plutôt du contenu. Ok. Ouais, mais c'est de la com, mais c'est du contenu. Pour moi, le problème, c'est que mon contenu, c'est ma com presque, parce que c'est tellement personnel, c'est jeu, j'ai du mal à. Ouais, après, je sais pas trop répondre à cette question, mais de la même façon, tu sais. Je suis nulle quand les gens me disent... quand, par exemple, une marque me demande combien de temps ça va me prendre de faire ça. Je n'en ai aucune idée, parce que je ne travaille pas de 9h à 11h. Oui, c'est ça. Travailler la nuit. Je travaille la nuit, le matin, dans ma douche. Et après, j'écris vite un truc dans le métro. Et tout ce taf-là, il compte. Oui, bien sûr. Et sauf que ces 3 minutes-là, ces minutes-là, enfin, tu vois, donc je suis incapable. Et donc, d'estimer combien de temps ça va te prendre, c'est hyper dur. Non, m'insupporte. Et quand on me dit, du coup, tu prends combien de l'heure et du coup, t'as fait combien d'heures? Non, mais moi, je fais pas du tout comme ça. Moi, je dis à combien. Tu estimes le contenu final? Exactement. Non, je ne fais pas ça. Non, parce que j'estime le contenu final, c'est de la création. Donc parfois, c'est une idée de génie et j'ai l'impression que ça vaut des milliards. Parfois, c'est nul, ça a pris 2 minutes, mais bon, quand même. Mais tu vois, c'est. Donc tu donnes le prix après? Non. Donc je me dis, à combien ça me fait chier de le faire? Genre, franchement, 1 000 €, ça m'emmerde. À 2 000, c'est OK. Ok. Et donc, c'est 2 000. Et du coup, s'ils me disent, non, c'est 1 000, franchement, ça me fait trop chier. C'est trop de temps pour moi, c'est pas assez excitant pour moi, ça m'intéresse pas. Et du coup, je regrette pas. Dans ma tête, c'est vraiment à combien je suis contente. Et c'est même pas. T'es OK? Non, c'est même pas OK. C'est à combien je suis contente. C'est pas OK. De temps en temps, il y a des trucs où OK, allez, je te dépanne, OK. Mais c'est vraiment à combien je suis contente de gagner de l'argent pour faire ça. Et enfin, voilà. Et je donne de mettre le temps qu'il faut. Et de mettre le temps qu'il faudra. Et parfois, c'est sûrement pas cher payé, mais c'est pas grave, c'est cool et je suis contente. Et parfois, ils en rajoutent derrière et je me dis, ils abusent en même temps. C'est pas grave, c'est cool. Tu vois, c'est un ensemble. Parce que c'est et le projet, et l'argent, et le temps que ça prend, et le monde que ça implique, qu'il faut que je recrute. Enfin, ouais, c'est vraiment à combien je suis contente financièrement et sur le temps. L'évaluation de la coolitude du projet, quoi. Exactement. Et quand c'est un projet très très chiant, c'est très très cher. Ok. Et pour deux genre quoi? Je sais pas, genre... là, par exemple... non, mais alors, étonnamment, c'est soit très très cher, soit c'est gratuit.
C'est là où c'est bizarre. C'est-à-dire que là, il y a une nana que je connais un peu, qui m'a demandé de l'aider sur du coaching de réseaux sociaux. Donc, je donnais un prix. Ça m'excite pas, moi, c'est pas mon taf. Voilà, j'ai autre chose à faire et tout, mais bon. Puisque tu me demandes. Voilà, donc je donne un prix. Et elle me dit, non, mais c'est beaucoup trop cher. Mais enfin, je comprends que ce soit ça le prix et tout, mais moi, je peux pas. Ok, bon, très bien. 2 semaines après, elle me recontacte. Et là, elle me dit, écoute, moi, je te propose 1 heure par semaine pour quelques centaines, même pas, d'euros. Est-ce que t'es ok ? Mais en fait, ça n'a aucun intérêt pour moi de gagner ça par semaine, pour 1 heure par semaine. Enfin, non. Donc là, je lui ai dit, bah, écoute, garde tes sous et je te fais gratos 1 heure par semaine de conseils de réseaux sociaux. Voilà, plutôt parce que c'est peu cher payé ce qu'elle me demande. Donc c'est tellement peu que je préfère, ça va m'énerver d'être payé aussi peu et du coup je vais mal le faire, alors que si je fais gratos, bah là je lui accorde vraiment 1 heure et c'est ok, je me bloque de mon agenda gratos pendant 1 heure, je t'aide et avec plaisir, mais pas quelques centaines là, ridicule, tu vois, ça vaut pas ça, donc je préfère te faire cadeau. Bon, après il y a des trucs bien plus chiants et bien plus gros où là je dis bah non, mais par exemple, je sais pas, s'il y a une marque qui m'approche, le problème c'est que des marques rigolotes qui m'approchent, donc c'est cool, mais si c'est une marque, tu vois, genre d'assurance et tout, qui m'excite pas vraiment sur le sujet, sur le papier, qui me demande de pondre un podcast, une strat, bah là, ça va... Là, il va falloir raquer, là. Ouais, il va falloir raquer. Il va falloir raquer, sérieux. Mais je vais te faire un truc canon. Tu vas le faire. Ouais, je vais te faire un truc canon et tout, mais sache que ça va être cher. Ouais, ok, mais on va faire un truc canon, bah ok. Et puis je vais leur faire un truc canon, et puis ils vont me dire on n'a pas les moyens, et j'aurai travaillé. Voilà. Bon. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Justement, on parlait des réseaux sociaux, j'avais une autre question à ce sujet-là. Aujourd'hui, Pénélope Boeuf sur les réseaux sociaux, c'est un peu une marque. En tout cas, c'est une marque de fabrique, et j'ai l'impression que voilà, tu joues aussi beaucoup là-dessus. C'est un mix de contenu et de com, comme tu disais. Est-ce que, à quel point c'est voulu, réfléchi, ce personal branding que tu fais ? Et est-ce que tu as une stratégie derrière ou c'est plus au feeling ? Non, alors j'ai aucune stratégie de rien. Est-ce que c'est voulu ? Oui, parce que comme c'est des histoires que je raconte souvent à la première personne du singulier, bah, c'est forcément Pénélope Boeuf, même si mon studio, c'est la toile sur écoute. Pour les marques, c'est la toile sur écoute, mais les marques, quand elles viennent voir la toile sur écoute, elles veulent Pénélope Boeuf. Ouais. Donc, oui, je suis une marque. En revanche, mes réseaux sociaux, j'y arrive pas, quoi. Enfin, c'est-à-dire que j'adore ça et tout. J'ai que 6000 followers. C'est beaucoup, mais c'est rien comparé à mes 4 millions d'écoutes. Tu te demandes... Oui, bien sûr. Et j'ai plein de gens, je vois... Où sont les gens ? Où sont les gens ? Il y a plein de gens qui font des stories en disant « Ah, génial l'épisode de Pénélope !» Ils me suivent pas. Et tu te dis, mais en fait, ils s'intéressent pas à la personne qui est derrière. Alors que moi, quand j'adore quelqu'un, un film et tout, je vais voir derrière qui est la personne, mais bon. Et non, et les réseaux sociaux, c'est un vrai sujet parce que je n'y arrive pas. J'arrive pas à dépasser... les 10 000, ça fait des mois que je suis dessus. Mais aussi parce que mais comme tu le dis, parce que j'ai pas de strat. C'est pas colorimétriquement parlant, c'est moche. Je te balance un post là, il y a pas un horaire en particulier que je privilégie. Je te fais des stories à la one again. Oui, mais il y a quand même toujours du contenu. Je veux dire, tu pourrais très bien te dire, ok, bon bah, j'ai pas forcément beaucoup de followers ou j'ai rien à dire, du coup, je fais pas. Alors que toi, t'essaies quand même d'alimenter toujours, et du coup, ça crée de l'engagement, je pense, même sur une communauté qui est pas forcément très développée. Oui, mais... ça, il y a toujours du contenu, mais je pense que les gens, ils aiment quand même les repères, et que là, je leur balance des trucs comme ça qui sortent de nulle part, et certains adorent. Et d'ailleurs, la majorité, parce que c'est un peu mon style, mais sinon, les gens disent, attends, mais en fait, elle fait quoi ? Les gens ne comprennent pas ce que je fais. Mais sauf que moi, je ne suis pas podcasteuse. Je ne suis pas que podcasteuse. Je fais plein d'autres trucs. Je fais des conférences, j'écris, je fais des blagues. Non, mais enfin, tu vois, je fais plein d'autres choses. Et du coup, les gens, je pense qu'ils n'arrivent pas à savoir ce que je fais. Et quand t'as parlé d'une Camille Lelouch qui fait des vidéos d'elle, un peu drôles et tout, tu te dis, elle est humoriste. Bon, bah voilà. Maintenant, elle est chanteuse aussi. Mais... Et maintenant, elle est aussi chanteuse. Mais c'est l'humoriste, quoi, qui s'est mise à faire de la chanson. Alors, en fait, elle a commencé par de la chanson au départ, mais peu importe, personne ne le sait. Mais... Donc, ouais, je pense que je suis pas vraiment définie de qui est mon personnage. Et moi, je m'en fous parce que ça me dérange pas. Pour l'instant, tu vas au feeling. Ouais. Mais ça permet quand même de rassembler toutes tes créations diverses et variées. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de podcasts, mais je sais que tu as des projets de livres aussi. Si tu veux qu'on en parle, d'ailleurs. Bah, avec plaisir, ouais. C'est des bouquins qui sortent le 17 mars chez Flammarion. Et ça va s'appeler Les Aventures de Pénélope Boeuf. C'est une collection un peu à la Martine. Mais sauf que c'est pas une BD, hein, c'est un livre illustré. Il y aura un dessin par texte. Et c'est
La quatrième de couve dit que c'est un mélange de... C'est pas moi qui l'ai écrite, c'est pour ça que c'est un mélange de Fleabag, la série, Pierre Richard et Bridget Jones. Ouais, il y a un peu savoureux mélange. C'est vrai que c'est bien trouvé. Mais ouais. Et donc, ça reprend un peu des épisodes de l'arnaque. Enfin, disons que c'est l'histoire de cette fille de 35 ans, enfin de 0 à 35 ans. On la voit évoluer, on la voit grandir, chose qu'on ne voit pas dans l'arnaque. Elle a toujours 35 ans. Alors que dans le bouquin, on la voit à 5 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans, on la voit grandir. Et il y a 4 tomes, les 2 premiers sortent là, en mars, et ils sont thématisés. Le premier, c'est Pénélope dans son univers. Le deuxième, c'est Pénélope dans son travail. Et le troisième, ce sera les mecs. Et le quatrième, ce sera les voyages. Et en fait, c'est pas juste un livre. Là encore, j'ai pas voulu faire juste un livre parce que je suis pas écrivain. Et donc, dedans, il y a plein de jeux, il y a des trucs un peu cachés, des trucs pour retourner le livre. Enfin, c'est pas du tout un truc de jeu, hein. C'est pas du tout un cahier de vacances. Mais. Mots fléchés. Ah, bah, peut-être. Non, mais disons qu'il y a plein de trucs. C'est un bouquin dans lequel il y a plein de surprises. Parce que ça te correspond. Ouais. Ça me correspond, je voulais pas faire juste un bouquin et c'est après j'ai fait mais attends on va rajouter ça. C'était trop sérieux de faire juste un bouquin. Exactement, c'était trop chiant à nouveau, tu vois, c'était trop se focus sur une seule chose. Non, alors que là, je voulais mettre tout mon univers, donc il y a un peu de son, il y a un peu de vidéo, étonnamment dans un livre. Il y a il y a des jeux, il y a de la musique, enfin il y a tout quoi. Et je trouve que et après que ça plaise ou pas, en fait, alors bah bien sûr, je préférais que ça plaise et que j'en vende plein et tout, mais bien sûr. Mais je suis assez contente du produit fini parce que ça me ressemble et j'aurais pas honte de l'avoir dans ma bibliothèque. Au contraire, je serais contente quand je montrerai ça à mes nièces, peut-être à mes enfants, je pense pas, mais à ma nièce, elle sera contente de voir que voilà. Bon, moi, je serais fière en tout cas d'avoir fait ça. Donc là, il y en a que 2. Si jamais ça marche, il y aura le 3-4 qui sortent. Et donc voilà, c'est joli. En plus, on te le souhaite, hein. Bah ouais, j'espère. Et sur le dos, enfin ce qu'on appelle le dos, c'est la tranche. Ouais, la tranche. Et ben quand il y aura les 4, ça fera après une image et tout. Donc t'es obligé de sortir les 4. Bah normalement oui, mais bon si on est que 3 à l'acheter, mais aucun intérêt. Mais bon, j'espère. Et typiquement un projet comme ça, c'est ton idée ou c'est Flammarion qui t'a contacté Alors c'est Versilio, c'est un agent d'auteur. Ok. Il y avait quelqu'un que je connaissais qui travaillait là, qui m'a dit tu veux pas écrire un livre, on est chez Versilio, etc. Et un livre sur quoi? Bon, et puis en fait, je les ai rencontrés, tac, on a commencé à écrire un livre qui devait sortir l'année dernière. C'était un livre avec 30 chapitres, c'était vraiment que des chapitres de l'arnaque. Et puis à cause du confinement, ça c'était pas imprimé, donc du coup on l'a repoussé. Et là je me suis dit mais en fait c'est pas moi ce bouquin, j'aimerais qu'on en fasse. Et donc on a tout déconstruit, tout reconstruit pour faire cette collection en 4 tomes. Enfin du coup c'est 4 bouquins quoi, voilà, c'est 200 pages chaque bouquin. Et ça on l'a travaillé avec Flammarion et on l'a pensé comme ça et je trouve que ça marche. Enfin après on verra. On a hâte de voir. Ouais. Ça sort quand exactement? 17 mars. 17 mars, ça marche. Je vois le temps qui file. On va passer un peu sur les petites questions flash, un peu les inspirations du moment. Quelles sont tes sources d'inspiration de manière générale, que ce soit des personnes ou des ressources que tu aurais pu avoir Enfin, la vie est une source d'inspiration. Exactement. En fait, je pense que la vie est une source d'inspiration. C'est ce que je vois dans la rue, ce que j'entends, les histoires qu'on me raconte. C'est vraiment que ça. Et c'est pas tellement... Après, je me nourris énormément de films. Je regarde... une série, je me la fais en une nuit, même s'il y a 50 épisodes. Je regarde beaucoup de séries, beaucoup de films, et je pense que ça aussi, ça me nourrit, ça me donne des idées, mais inconsciemment, je pense. Hein. Sur le storytelling. Sur le storytelling, sur les personnages. Parfois, je me dis, c'est dommage, ils auraient pu un peu insister sur ça, et du coup, je prends la partie sur laquelle ils n'ont pas insisté, je la mets dans mes personnages à moi. Et puis, je vais jamais, par exemple, dans les bouquins, je vais beaucoup dans les librairies. J'achète pas beaucoup de bouquins, mais je vais dans les librairies, je regarde ce qu'ils font, je vois les couvertures, je regarde les tu sais, les pop-up, là, les bouquins, comment ça s'appelle, enfin bref. Les pop-up books, voilà. Et ça m'inspire aussi, parce que je vois voilà, je regarde beaucoup de choses et j'entends beaucoup de choses, mais je peux pas te dire telle chose m'inspire particulièrement, quoi. Je me nourris de plein de trucs et c'est la vie et c'est surtout les gens qui m'inspirent. Et t'aurais des recos films ou séries que t'as aimé récemment Évidemment, En thérapie sur Arte TV, hein, on ne présente plus. C'est vraiment super. Après, évidemment qu'en 30 minutes par épisode, versus en 30 minutes chez un psy, t'as pas autant de réponses, hein, ça se saurait. On irait tous beaucoup mieux, mais c'est quand même assez génial. Après, il y a la série De l'autre côté sur Netflix qui est géniale. C'est une série espagnole, un peu d'anticipation qui est géniale. Okay. Et puis...
en film. Il y a The Invisible Guest, qui est le meilleur film du monde, qui est récent, hein, mais qui est assez bien. C'est un espagnol encore. Et je trouve que les Espagnols, ils sont hyper forts. Ils sont forts. Et c'est que récemment qu'on s'en rend compte. Depuis la Casa de Papel, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu un halo sur les Espagnols. Ils sont très très forts. C'est et à la fois drôle et suspense. Enfin, bon, il y a aussi beaucoup de merde, hein, mais quand même, je trouve qu'ils sont très forts. Et puis, évidemment, ils sont très forts, les Nordiques. Oh là là, les Suédois, les Norvégiens, là, ils sont très très forts. Alors, tant dans leur déco que de leurs films, ils sont... et de leur façon de vivre, ils ont quand même quelque chose en plus. Hein. Ils sont assez forts. Donc voilà, après là, je suis en train de lire La fille de 50 ans, qui est un livre suédois qui était traduit en français. C'est l'histoire d'une femme qui a 50 ans qui raconte... Elle est vieille fille, elle n'a pas eu de mec, elle n'a pas d'enfant. Enfin, elle a eu des mecs, mais elle n'en a pas. Et elle n'a pas eu d'enfant. Et elle raconte que l'expression vieille fille, c'est hyper péjoratif. Et que... Pourquoi est-ce que la femme devrait être définie par l'homme et par les enfants. Et pas par sa personne. Et pas juste par sa personne. Et c'est hyper intéressant. Et après l'avoir acheté, et là j'ai presque fini, je me suis dit, c'est quand même étonnant, j'ai 37 ans, j'ai acheté le livre qui s'appelle La fille de 50 ans. Parce que moi je pense que j'ai pas envie d'enfant, je pense que je suis bien seule, j'ai pas envie de me mettre en couple, je crois que je suis pas faite pour ça. Et puis pour qu'on rentre dans mon univers, c'est compliqué. Enfin, j'ai conscience de tout ça et je suis surtout très très bien seule. Et c'est vrai que c'est pas un besoin. C'est pas un besoin. Contrairement à ce que la société exactement. nous dit. Après, évidemment que j'ai des aventures à droite à gauche pour mes besoins. Naturels. Mais, tu vois, au quotidien, c'est pas possible, quoi. Enfin, en tout cas, voilà. On n'a pas besoin d'un homme dans notre vie. Enfin, franchement, après, si, c'est pratique pour accrocher un tableau, mais je peux le faire. Pour conduire, si j'aime pas conduire. Se réchauffer les pieds la nuit. Me réchauffer les pieds la nuit. Enfin, évidemment, tu vois, pour un petit coup de mou, voilà. Mais en fait, j'ai un meilleur copain pour ça. Et puis pour le sexe, je vais voir des hommes pour le sexe, tu vois. Enfin, pas des prostituées hommes, hein, mais des, enfin, tu vois, pas des gigolos. Mais... Donc voilà. Et en fait, ça m'a étonnée de moi-même d'acheter ce livre. Mais c'est vrai que pourquoi est-ce que la femme devrait être définie en fonction de l'autre, quoi, de l'homme et des enfants. Donc conseil lecture pour ceux qui se posent cette question. Ouais, conseil lecture pour ceux qui se disent mais merde, je suis une femme sans avoir besoin d'un homme. C'est clair. Voilà. Et le contraire est vrai aussi. Et le contraire est vrai aussi, évidemment. Ouais. Même si je pense que quand même ils ont besoin de nous. Mais... On est d'accord, mais bon, voilà. On va pas s'étaler. Non. Est-ce qu'il y a une personne en particulier avec qui tu aimerais dîner ou... Non. Franchement, non. En revanche, si je pouvais dîner tous les soirs avec tous mes copains, tous ceux que j'aime, je préfère ça à un dîner avec quelqu'un de mort, génial, ou de vivant, inspirant. Non, en fait, je préfère être avec mes copains. Et les Oprah Winfrey, que j'adore, etc. Et les Michelle Obama, que bien sûr j'adore. J'écoute leurs confs et je regarde ce qu'elles font. Et ça me suffit. Et je suis sûre que j'adorerais passer un moment génial avec elles. Hein. Si t'as l'occasion. Mais... Bien sûr. Ouais. Mais tu vois, s'il faut... non, c'est bon. M'en fous. C'est mieux ses copains. Ok. La vie, elle est là, quoi. On oublie le Covid. Ouais. Demain, tu peux partir où tu veux. Tu pars où et tu prends quoi dans ton sac? Attends, pour vivre en vacances? En vacances, un petit moment. À Séoul. Séoul. Ouais, je rêve de la Corée. Je rêve de la Corée depuis des années. Je rêvais du Japon. Je suis allée au Japon. J'ai vu, pas longtemps, mais bon, j'ai vu un peu un bout. Et puis la Corée, pour moi, c'est encore un cran au-dessus du Japon. En termes d'avant-gardisme, d'avant-gardisme. Ils sont avant-gardistes, quoi. Et en termes de fringues, de bouffe, c'est complètement what the fuck, tout en étant hyper carré. Ça t'attire? Ouais, ça m'attire vraiment. Donc, parce que t'as vu des films ou qu'est-ce qui t'attire exactement? J'ai vu des films, j'adore les fringues coréennes, j'ai rencontré des Coréens, je les trouve beaux, j'adore la bouffe, tout ça, je sais pas, j'adore. Ouais, la K-pop, je trouve ça marrant. Tout cet univers, je le trouve fascinant. Il est tellement différent, il est dépaysant vraiment d'une autre. Enfin, ça change, quoi. Et puis, j'ai vu des films. Évidemment, j'adore les films. Les réalisateurs coréens, pour le coup, c'est extraordinaire. C'est des films dans lesquels je pense qu'il y a 3 dialogues sur 1h30 de temps. Tu t'endors à moitié, mais en fait, c'est tellement beau, c'est tellement bien filmé. L'histoire, elle est extraordinaire, alors qu'ils se parlent pas. Enfin, voilà, je les trouve hyper forts. Donc, j'aimerais aller à Séoul, là. Franchement, si là, on rouvre, boum, je vais à Séoul et je pars. Moi, j'aime pas partir une semaine. Hein. Je pars minimum 1 mois.
Alors du coup, tu prends quoi d'indispensable dans ton sac? Un maillot de bain. Je trouverais bien la mer quelque part. Je sais pas où, mais je la trouverais bien quelque part. Et puis, je prends mon Zoom pour enregistrer des sons et des gens, et voilà. Mais je prends pas le micro et tout, c'est trop lourd, et puis ça suffit le Zoom. Ça sera moins quali, mais c'est pas grave. Et je prends, évidemment, un appareil photo. Enfin, je prends mon téléphone. Ouais. Et puis c'est tout. Le minimum. Ouais, le minimum. J'ai besoin de rien. Franchement, j'ai besoin de rien. Oui. Des sous. Ouais, je prends des sous. Oui, voilà. Je prends plein de sous. T'achèteras plein de fringues là-bas. Et j'achèterai, exactement. J'achèterai plein de fringues là-bas. Et je prends quand même, si je prends mes baskets pour aller courir. Ah oui, ouais. C'est hyper important pour toi, la course. Le sport, c'est hyper important. D'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, là, mais je m'y suis remise depuis 2 jours. Mais c'est hyper important. T'en fais tous les jours? En temps normal, oui. Ouais, je cours tous les jours, ou là, quand on pouvait, je faisais la boxe 5 heures par semaine. Je devenais tarée, obsédée, complètement obsédée, quoi. Et c'est un moment, pour le coup... T'as besoin de ce défouloir. Ouais, parce qu'en plus, c'est un moment à toi. Parce que tout le reste du temps... Alors oui, t'es seule, et en fait, à force d'être seule, on se dit, mais je suis égoïste, je pense qu'à moi. Mais en fait, non, je fais que travailler. Et ces moments où tu fais du sport, mais c'est même les moments où tu cuisines. C'est un peu la même chose. Alors moi, je cuisine pas beaucoup, du coup, je le vois pas trop, mais de temps en temps, je fais un gâteau pour des copains et tout, mais ces moments-là, c'est des moments à toi, où tu penses à rien d'autre et tu cuisines. C'est assez extraordinaire. Et le sport, tu te défoules, tu te lâches, tu reviens chez toi, t'es morte patate. Moi, j'adore prendre une douche 4 heures après. Quand j'ai plus l'impression... Tu vois, j'aime bien nager dans ma transpiration. Mais je suis un peu pareil. C'est vrai. Ça me rassure. Non, mais j'adore parce que... Et après, 4 heures après... Tu sens que t'as bien travaillé. Exactement. Puis 4 heures après, tu dis, mais en fait, je suis pas sale. Ah si, quand même, j'ai couru il y a 4 heures. Parce qu'entre-temps, du coup, t'as séché. T'as fait ta vie. C'est ça, t'as fait ta vie. Et c'est quand même assez génial, le sport. Moi, en vrai, j'aurais rêvé être championne de sport. Enfin, faire du sport à haut niveau. J'ai fait 10 ans de volley en compète et tout, j'aurais adoré, mais bon, j'ai pas poussé là-dedans. C'est con parce que peut-être que j'aurais pas eu le mental, mais en tout cas, c'est extraordinaire. Bon, rien n'empêche, je t'en le sais aussi. Bah là, 37 ans, c'est un peu tard. Là, pour le coup, tu vois, je suis assez consciente de mes limites. D'autres formes de sport Ah non, je pense que c'est trop tard. Tu pourrais être coach sportif. Oui, alors j'y ai pensé, mais je donne des petits cours de... Ah, c'est vrai? Ouais, je donne des cours de boxe et tout. Mais bon, non, ça m'intéresse pas d'être coach. Moi, je voulais gagner. Moi, j'aime gagner, donc j'aime marquer des points, l'esprit d'équipe, pleurer parce que j'ai merdé. Ouais, mais bon, ça sera pour une autre vie. Une autre vie, ouais. Et une dernière question, quel est ton plus grand rêve en tant qu'artiste aujourd'hui? Ou ton objectif Moi, c'est de continuer à faire ce que j'aime tout en gagnant ma vie. C'est ça, en fait. C'est de continuer à être artiste. Parce que pour moi, à gagner ma vie en tant qu'artiste, quoi. Si je fais ça, j'ai réussi ma vie, quoi. Eh ben, on te le souhaite en tout cas. Bah, merci. Merci en tout cas pour toutes ces réponses et toujours cette énergie, cette spontanéité qui te caractérise et que moi j'adore. Donc merci pour ton temps. Merci à toi, Ariane. À bientôt. À bientôt. C'est encore moi. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Pour découvrir ou redécouvrir l'univers de Pénélope Boeuf, c'est assez simple. Allez directement sur son site La Toile sur écoute et vous accéderez à toutes ses créations. Je vous conseille également de la suivre sur Instagram où elle est très active. Comme ça, vous aurez un accès direct à son grain de folie sans filtre, comme lors de cet épisode, et avouez que c'est quand même rafraîchissant de côtoyer des personnes comme elle. Si t'as kiffé l'épisode, tape dans tes mains. Tu peux aussi me le faire savoir en laissant 5 étoiles et un commentaire sur iTunes ou même un petit mot sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou LinkedIn. Pour me retrouver, c'est simple, c'est toujours en.aparté.podcast. C'est gratuit, ça prend 2 minutes et vous illuminerez ma journée. C'est pas mal quand même. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une douce nuit et à très bientôt pour de nouvelles conversations en aparté.